Je voulais juste dire représenter pour ceux qui sont arrivés en cours de route, parce que j'avais présenté le collectif Compost tout à l'heure, qui sont en ce moment à Nanterre, mais tu vas nous raconter le projet, vous allez nous raconter le projet plus en particulier. On passe donc à un format émission radio qui sera retranscrite plus tard sur la radio citoyenne de Nanterre qui s'appelle Agora. Et sur le site de Compost. Voilà. Je crois que tu vas expliquer ce qu'est Compost aussi par la même occasion pour introduire. Ça se dira de soi-même. D'accord. En tout cas, c'est une émission radio. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut préciser. Onde possible. Du 3 au 27 mai, Radio Agora devient onde possible. Juste avant le début, 24 mars 2018, 17h41, au Centre d'art La Terrasse de Nanterre, Compost présente Radio Occupons. Radio Occupons. Radio Occupons. Radio Occupons. Chaque rencontre ouvre le temps dans les deux directions. Prologue. Naissance du corps étudiant. Depuis longtemps déjà, notre génération est considérée comme venant après. Après les grands mouvements révolutionnaires, après les utopies, après l'histoire qui, elle, serait finie. Mais placer une fin, c'est aussi prétendre à un début, une origine, un commencement. La prétention est bien souvent le propre d'un auteur ou d'une certaine autorité qui décide, après coup, du sens de l'histoire et de la définition du temps. Sortir de la définition, de la catégorisation, revient alors peut-être à tordre cette écriture unique du temps, à faire de notre juste après un juste avant. L'histoire n'est pas fermée. Ce ne sont que les monumentalisations et les commémorations qui la regardent comme une séquence close, clôturée, prise entre des enceintes bien cernées qui nous permettent de l'analyser. À côté de l'analyse, il y a la multiplicité des narrations. À côté du discours, il y a la variété des conversations. Gilles Deleuze, l'un de ces penseurs dont l'événement 68 a marqué le mode de pensée, marque cette distinction. Il est vrai que toute œuvre d'art est un monument, mais le monument n'est pas ici ce qui commémore un passé, c'est un bloc de sensations présentes qui ne doivent qu'à elles-mêmes leur propre conservation et donnent à l'événement le composé qui le célèbre. L'acte du monument n'est pas la mémoire, mais la fabulation et la conversation. Depuis des mois, nous, le collectif Compost, tentons de faire agir le monument 68 en conversant au présent avec divers types d'acteurs. Pas des experts, mais des expérimentateurs, des sujets d'expérience qui vivent l'histoire et l'écrivent. Nous collectons leurs blocs de sensations comme leur fabulation. Récit de ce qui s'est passé, histoire de ce qui se passe et que déjà on exclut de la narration unique, petites utopies activées au présent qui résistent à la clôture des temps en ouvrant parfois violemment des horizons vers ce qui peut encore venir. Nous menons une conversation. Aujourd'hui encore et aujourd'hui maintenant, nous rencontrons Nanterre, son territoire comme ses pourtours, ses horizons. Nous nous rencontrons là, en un jour précis, 24 mars 2018. 50 ans auparavant, nous étions dans le juste après de ce fameux moment du 22 mars, jour où tout a débuté à l'université de Nanterre, à quelques pas d'ici. Et puisque, comme nous le dit un autre philosophe marqué par 68, Jean Borreille, chaque rencontre ouvre le temps dans les deux directions, nous rencontrer ici, maintenant, c'est peut-être l'occasion de faire de ce juste après quelque chose comme un juste avant, qui est notre maintenant.
Prologue. La caméra est une chambre d'enregistrement visuel et sonore de la réalité. La part qu'elle en propose s'appelle le champ, lequel soumet à notre regard un fragment de récit dans l'espace-temps. La caméra est toujours la servante des acteurs de l'histoire qu'elle filme. J'ai passé toute ma scolarité sans qu'on me parle une seule fois de la guerre d'Algérie. Et quand arrivé en terminale, j'ai craqué, j'ai été voir ma prof d'histoire en me disant bon là ça suffit, ça fait 10 ans quoi. Et elle m'a dit non, je peux pas, j'ai peur. J'ai peur de ce que ça va donner, j'ai peur de ce que vous allez me renvoyer, j'ai peur de ce que je peux réveiller chez vous et je le ferai pas. Il y a aussi quelque chose où on est en train de créer de l'antisémitisme en banlieue pour ça, parce qu'on nous parle tous les ans de la Seconde Guerre mondiale, on nous parle tous les ans des atrocités et ces guerres coloniales, on n'en parle jamais. Et donc on met en concurrence des mémoires par des histoires qu'on raconte vraiment qui sont au programme et qui même quand elles ne le sont pas, sont évoquées à travers d'autres histoires. Voilà, on en revient toujours à cette histoire-là. Et les nôtres d'histoire, elles n'y sont pas. Jamais, elles n'y sont pas. 20 mai 1968. Nous appelons tous les hommes de pensée, écrivains, savants, journalistes, à refuser désormais tout concours aux services, organisations, institutions ou tribunes contrôlées par le gouvernement, en tout premier lieu l'ORTF, et à y interdire toute utilisation de leurs paroles, de leurs écrits, de leurs œuvres, de leurs noms. Devenues la propriété du pouvoir, ces institutions le servent et ne servent que lui. La vérité sur les actions et sur les besoins réels des hommes, à commencer par ceux des travailleurs, y a toujours été passée sous silence, édulcorée, dénaturée. Lorsqu'aucun de vous n'acceptera plus de faire passer un semblant de discours libre dans le jeu de la propagande réelle, celle-ci devra s'avouer pour ce qu'elle est. Cesser d'être complice, refuser de mêler plus longtemps des paroles vraies aux mensonges officiels. Nous appelons l'ensemble des intellectuels à en prendre aujourd'hui l'engagement. Écoutez, ça y est, ça change maintenant, nous sommes derrière. Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rebrouillent. Ah, la vache, pousse-toi. Vous savez, les CRS de l'époque, ça n'avait rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, hein. Ils avaient rien, ils avaient leur manteau, quoi. Puis un vague bouclier, hein. Il y avait un rapport de force qui était possible, quoi. Ah bah oui, on les a fait pleurer, hein. Vraiment. Quelle belle époque. On les a fait pleurer, hein. On les injuriait de tous les noms. Hein. Donc c'est vrai que on causait avec eux à un moment donné, puis à un moment donné c'était chargé, quoi. Donc voilà. Mais et les filles, on était les pires quand même. Les journalistes ont plutôt tendance à prendre un policier en train de matraquer. Ça fait quand même une image plus parlante qu'un policier au repos qui regarde une affiche de publicité. Il y a toujours des choix. Donc il y avait abondance de photos de policiers en train de matraquer, et dans la télévision aussi. Et puis quand même il y avait eu en effet, on peut le dire entre nous, quelques excès dans la façon de tapasser les étudiants. Ouais, ça va être ça. Ils veulent faire un éventail comme ça. Reculez en direction du boulevard Magenta. En direction du boulevard Magenta. Nos jeunes adversaires avaient un gros avantage sur les policiers, c'est qu'ils se réfugiaient dans les maisons qui étaient très accueillantes. Pendant les premières semaines de mai, toute la population était du côté des étudiants, ce qui ne facilitait pas les tâches. Et c'est du haut de ces étages qui bombardaient les policiers. Et évidemment, nous avions affaire aux adversaires les plus agiles et les plus rapides qu'on n'ait jamais eu, connaissant merveilleusement toutes les rues et les ruelles de Paris, se réfugiant en haut dans les étages quand il le fallait, donc une mobilité totale. Et nous étions obligés d'avancer avec les véhicules
qui contenait tout ce qui convient, les armements, les grenades lacrymogènes, etc. Ça faisait nos jeunes adversaires. Vous venez d'entendre dans l'ordre d'apparition les voix que nous avons rencontrées, ou presque, de Raoul Sangla, proche du théâtre des Amandiers dans les années 60, syndicaliste engagé à l'ORTF en 1968 et réalisateur du film De l'utopie à la révolte. Mais aussi Elisa Nozal, étudiante en sciences de l'éducation à l'université Paris 8, ainsi que Martine Fourier, professeure et chercheure en éducation, mais aussi présidente de l'association Cerise de Nanterre et, comme nous le verrons tout à l'heure, activiste intemporelle. Il y avait aussi les manifestants du 1er mai 2016 dans le court-métrage Joli Mai de Sylvain Georges, ainsi que l'étonnant Maurice Grimaud, préfet de police de 1966 à 1971, qui était aussi auteur de La police malade du pouvoir. On a beaucoup parlé ces derniers jours, dans les différents événements de célébration qui commencent déjà à fleurir, de la dimension joyeuse de 68, de ce vent de révolte, de l'ouverture des possibles. Ce que nous venons d'entendre peut sembler un peu plus sombre, ou du moins un peu moins positivement teinté. Il ne s'agissait pas pour nous juste de vouloir contrer un récit par un autre, de passer de l'utopie révolutionnaire à la dystopie des violences policières, même si tout demanderait à ce qu'on en parle aujourd'hui, mais on en parlera peut-être. En tout cas, l'enjeu est surtout d'occuper maintenant le monument 68 en tant que moment politique. Pour qu'il y ait politique, pour qu'il y ait moment politique, il faut une part de conflictualité. Il faut de la friction entre différentes forces en présence et au présent. Il y a donc toujours violence et réjouissance, décomposition et recomposition, perspective critique et visée utopique. Pour faire cas donc de la politique de ce moment 68, nous avons tenu à réunir autour de cette table des forces en présence qui, aujourd'hui, en témoignant depuis des points de vue distincts, peuvent faire entendre que ce qui reste se reprend, se continue autrement. Le 22 mars 2018, Université de Nanterre. Donc, ce qui se continue autrement de 68 est aussi un terrain multiple, fait de visions et de manières de l'activer différentes. Différences qui, précisément, n'ont pas à s'accorder pour proposer une nouvelle narration unique, mais peuvent, au contraire, et c'est le pari fait ici, tenter de coexister en se racontant dans leur désaccord et en proposant en même temps une expérience collective et partagée, ici, entre nous toutes et tous. Nous avons donc avec nous Elsa Lanzalotta, qui est étudiante en humanités, lettres et sciences humaines et que j'ai rencontrée du coup avant-hier, c'est bien avant-hier, à la fac de Nanterre en cette journée spéciale du 22 mars 2018, alors qu'Elsa prenait la parole avec d'autres étudiants pour faire entendre des revendications de maintenant. Non pour nier 68 et pour annuler une célébration, mais simplement pour peut-être rencontrer cet événement autrement, dans une forme d'écho plus que dans une révérence, dans une vitalité plus que dans un deuil, et depuis l'université jusque dans la rue. Bonjour Elsa. Bonjour. Nous avons aussi donc Martine Fourier, que nous avons rencontrée dans nos dérives conversationnelles et qui, si je peux me permettre de la présenter ainsi, incarne à elle seule cette politique de 68 au sens évoqué, c'est-à-dire le conflit. Elle pourra nous raconter non pas seulement comment ça s'est passé, mais comment elle prolonge cette plongée en politique dans un engagement tenu au présent qui n'est pas de fait le même qu'avant, mais peut raconter comment les choses continuent en se transformant, tout en ne niant pas ce qu'on a et ce qui s'est en un sens perdu. Bonjour Martine. Bonjour à vous. Et nous avons enfin Lise Presse et Lucille Delpierre,
Donc ils sont tous deux étudiantes en sociologie, aussi à l'Université de Nanterre, et qui sont membres du collectif des Marmites artistiques. Donc elles aussi, elles étaient présentes le 22 mars 2018 à l'Université de Nanterre, mais de manière un peu différente que ce que je disais d'Elsa, puisque toutes les deux, avec d'autres, organisaient une programmation qui ouvrait un festival dont vous nous parlerez, mais c'est une manière aussi non pas de nier une célébration, non pas de se plier à une forme de commémoration, mais en tout cas d'essayer de voir en invitant certaines personnes, certains artistes, certaines personnes engagées au présent, ce que je disais tout à l'heure, de ce qui peut rester ou ce qui se continue aujourd'hui autour de nous, de quelque chose de 68. Donc bonjour et merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Donc, je l'ai dit, merci. On devait aussi avoir Sylvie Robic, donc même si elle n'est pas là, je vais quand même la mentionner parce que voilà, c'est quelqu'un qu'on aime bien, qui est donc directrice du service général de l'action culturelle et d'animation du campus de Nanterre, mais qui est malade, donc elle s'excuse et elle sera avec nous la prochaine fois, peut-être. En tout cas, pour aller au bout de ce pari, de faire de ce moment-là au présent un moment hétérogène, avec des voix différentes, on s'est dit que la façon la plus simple et peut-être la plus intéressante pour changer simplement des analyses historiques qui sont passionnantes qu'on a entendues tout à l'heure, mais de vous donner la parole à vous pour que vous nous racontiez chacune de votre point de vue quel a été ce 22 mars, que ce soit celui d'il y a 50 ans ou celui d'il y a 2 jours. Qu'est-ce que c'est pour vous depuis les endroits où vous évoluez et où vous agissez le 22 mars? Qu'est-ce qui s'y démarre? Qu'est-ce qui s'y continue? Ou qu'est-ce qui semble s'y arrêter? Donc on peut commencer peut-être par toi, Elsa. Bonjour. Alors, comme vous l'avez entendu dans l'extrait, ici, on entend les étudiants de Nanterre en 2018 dire on ne commémore pas, on continue. Alors, je voudrais rappeler que commémorer, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qu'on n'ira jamais. Mais il se trouve qu'en ce moment, dans toute la France, il y a le gouvernement qui applique des réformes injustes et inadmissibles sur l'université et qui est en train de tout déconstruire cette université universelle, dans le mot université universelle, on va dire ouvert à tous, et qui essaie de nous faire croire que étudier c'est un luxe alors que c'est un droit. Alors ce 22 mars, l'université de Nanterre avec le président et l'ensemble de ses camarades ont organisé une commémoration à leur manière avec plusieurs conférences donc intéressantes dans laquelle Camille intervenait d'ailleurs. Mais aussi faisait venir des anciennes personnes qui ont participé à 68, mais qui aujourd'hui, malheureusement, ont un peu mis de côté ces idées révolutionnaires et qui soutiennent totalement les réformes qui sont en train de se passer aujourd'hui. Et il y a 2 semaines avant le 22 mars, se passait un conseil d'administration à la faculté de Nanterre que les étudiants ont essayé de bloquer, mais n'ont pas pu, et j'en faisais partie. Mais du coup, l'université de Nanterre a décidé de sortir tous les étudiants représentants de la fac et de ne pas les faire participer à ce conseil d'administration. Et là, justement, le 22 mars, il faisait venir un monsieur qui parlait d'un conseil d'administration qui avait été envahi. Donc, je ne vous dis pas la colère des étudiants, de cette hypocrisie toute la journée avec des gens qui venaient parler de cet esprit révolutionnaire, alors que nous, sur la fac, on est mobilisés depuis des mois et on fait des réunions, on fait des assemblées générales, comme vous pouvez voir sur les photos qu'il y a ici et qui sont d'ailleurs très belles. Et ben, on est en train de voir 68 de loin et de le comprendre et de commémorer ça avec les gens. Mais on a l'impression que ça passe devant nous, que personne ne s'arrête, parce que 2018, il y a quand même des revendications, il y a quand même un grand malaise social au niveau des étudiants, des lycéens et des jeunes en général, surtout quand on les empêche d'étudier. Et c'est aussi des revendications qui étaient faites en 68, et donc
Donc ce 22 mars, on a décidé, après plusieurs réunions, d'agir le jour de cette commémoration, le 22 mars. On a dit on va se servir de cette date. Alors on n'est pas venu les mains vides, on est venu avec des revendications, on a parlé avec le président de la fac, etc. Et on a décidé ensuite de partir dans la rue parce que de converger les luttes, comme on l'a entendu beaucoup depuis tout à l'heure, et de participer à cette manifestation du 22 mars qui regroupait tous les services publics et les cheminots, parce qu'en ce moment, faut pas... en fait, on avait l'impression que commémorer, ça voulait dire laisser de côté, ça voulait dire... on commémore, ça veut dire on laisse ce qui s'est passé au passé, et aujourd'hui c'est autrement. Et aujourd'hui on n'a plus le droit de faire de révolution, on n'a plus le droit, de faire de révolution, c'est un grand mot, mais on n'a plus le droit de revendiquer nos droits. Et aujourd'hui, 68, la présidence de la faculté de Nanterre, elle était bien contente que ça soit une commémoration, et bien sûr que les étudiants ne revendiquent rien. Alors on est arrivé, on a fait une espèce de manifestation dans le bâtiment B, parce que c'est le symbole du 22 mars, c'est là où les étudiants ont commencé à se mobiliser le 22 mars 1968. Du coup on a pris ça, et la faculté de Nanterre, qui était déboussolée, au micro disait « Ah ben ils ont fait un beau spectacle, on les remercie de ce spectacle », et nous on était là, on était apeurés de voir ça, et du coup voilà, et on est parti dans la rue, et on est revenu le soir participer à une émission de radio avec beaucoup de personnalités, parce que c'était la fin de cette journée-là, avec une émission de radio RTL où ils avaient toujours ce même discours de 68. Alors c'est pas du tout le même discours qu'on a entendu là, c'était des gens qui disaient de 68 que bon, qui méprisaient ce mouvement, et nous ils méprisaient le mouvement de 68, et ils méprisaient aujourd'hui, ils disaient que c'était bien beau les utopies, mais que, enfin vous voyez, voilà. Et je voulais juste dire que une différence avec 68, j'ai l'impression, c'est que pendant ce mouvement-là, les étudiants, enfin j'y étais pas, mais de ce qu'on étudie en classe en tout cas, c'est qu'il y avait des revendications, et plutôt une voie vers une utopie, ou vers des idéaux marxistes, ou vers des idéaux bien précis, alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la jeunesse, il n'y a pas vraiment des choses précises, des idéologies précises, c'est plutôt une volonté c'est plutôt un malaise social qui est en train de ressortir, et sans vraiment avoir d'idéologie précise en fait. Voilà. Merci Elsa, je pense qu'il y a des choses qui peuvent... Et selon le temps qu'on a, on pourra peut-être revenir plus précisément sur certaines des choses que tu as dites, mais ça faisait une transition intéressante pour Martine, qui était étudiante de ce moment que toi tu étudies aujourd'hui. Donc Alors d'abord, je ne crois pas qu'on était marxiste. On était marxiste-léniniste ou maoïste, etc., etc. Mais marxiste, pas beaucoup quand même. Et de temps en temps, quand je vois certains partis ou syndicats qui s'approprient mai 68, je ne me sens pas très bien, parce qu'ils me cassaient la gueule quand même. Donc voilà, c'est pas si simple. Donc vraiment, d'abord, oui. Oui, on était très utopique, mais parce qu'on était quand même sous une chape de plomb gigantesque. Alors, je pense que celle qu'on a aujourd'hui est aussi lourde, mais elle n'est pas du même ordre. C'est-à-dire que, juste tout bêtement, j'avais un frère 4 ans plus jeune que moi, mais je ne pouvais pas sortir le soir après 10 heures, parce que j'étais une fille. Voilà, des choses qui étaient quand même d'un poids énorme de toutes les autorités sur nous, quoi. Le poids d'une société où les filles étaient enfermées quand même. C'était ça qu'il y avait derrière. Je pense, l'historien en a parlé, les mouvements homosexuels, les dictatures, quand même l'Espagne, le Portugal. Alors je sais bien, en ce moment la Pologne ou la Hongrie commence à ressembler à autre chose, mais voilà, il y a des choses mondiales autour de ça, quoi. Mais c'est vrai que ce que vous vivez, vous, bah oui,
On envahit le CA de la fac, hein, oui, bâtiment B, oui, c'était bien, ils n'étaient pas contents. Et voilà, ils trouvaient ça pas bien du tout, on les a enfermés dans les placards à certains moments donnés. Hein. Donc voilà, et puis j'ai pas honte. Hein. Enfin non, je trouve que c'était plutôt bien que ces autorités-là, qui étaient dans leur statut, etc., eh bien voilà, ça ne marchait plus, quoi, leur statut. Hein, leur fonction, etc., ça ne marchait pas. Alors peut-être qu'on va réussir aussi aujourd'hui encore à s'unir, à débloquer, à bouger des choses. Hein, et je suis toujours tellement contente que vous soyez des jeunes, qui soyez engagés, parce que les vieux copains de mon âge, il y en a quand même beaucoup qui s'occupent de leur retraite, quoi. Ils m'énervent un peu, quoi. Je suis fâchée avec presque tous, quoi. Donc, parce que je trouve que c'est bien sûr, j'ai travaillé, j'ai droit à ma retraite, gna gna gna. C'est vrai, il faut se battre pour les retraites. Hein. Je dis pas qu'il faut pas se battre pour les retraites, mais globalement, je trouve que c'est pas parce qu'on a les cheveux blancs qu'on n'a plus de raison de combattre, et qu'il faut qu'on combatte ensemble, et que moi, ce que j'ai souhaité, enfin, j'ai accepté de témoigner parce que j'ai quand même reçu, après-guerre, un monde qui était plein d'espoir, et celui que je vous laisse me semble plein de désespoir. Et j'ai honte du monde que je laisse aux jeunes d'aujourd'hui. Je leur dis, ne faites pas ce que j'ai fait, et pourtant je me suis battue tout le temps, mais je trouve que le monde qu'on vous laisse, politiquement, écologiquement, mondialement, et toutes les merdes, voilà, vraiment, c'est... On avait la Shoah avant, on a eu des choses de merde, hein, c'était pas sympa quand même, les années 45-50, mais vraiment, il faut que vous continuiez quelque chose ensemble avec vous. Vous voyez, je continue, hein. Non, merci, on fait les premières présentations, mais merci Martine, en tout cas, et à la fois de tout ce que vous avez partagé avec nous déjà, et de ce qu'on peut continuer à partager maintenant, puis avec celles qui suivent. Mais du coup, parce que vous avez dit on était très utopique ou utopiste, parce qu'on était sous une chape de plomb, en même temps vous dites que vous nous laissez... On laisse une autre chape de plomb. Voilà, c'est ça, mais je crois pas, c'est pas simplement que vous la laissez, c'est qu'effectivement, il y a une chape de plomb qu'on ne peut que noter, et quand je disais tout à l'heure que... Effectivement, on est dans un climat qui est particulièrement triste quand on voit que ce 22 mars se célèbre et qu'en même temps on tabasse des étudiants dans des universités à Montpellier ou ailleurs. Donc on est quand même dans un état aussi de violence nouvelle, d'état d'urgence depuis 2 ans, qui fait que cette violence-là policière devient presque juste légale ou admise. Donc on est dans une autre séquence, mais elle n'est pas l'effet de ce que vous avez pu faire militant, elle est en tout cas là où on en est aujourd'hui, et je pense que du coup on peut choisir d'être dans une stratégie extrêmement défensive, ou du contre, ou du 1 contre 1, où on peut choisir justement, comme vous le disiez, que vous avez pu prendre cette voie-là aussi, c'est-à-dire celle de l'utopie, ou en tout cas celle de se dire que peut-être la première résistance à avoir face à il n'y a pas d'alternative, c'est de se dire que si, il y en a, et de chercher à les faire entendre et à leur donner la parole. Et je dis ça parce qu'il me semble que ce que vous essayez de faire avec les marmites artistiques dont vous allez nous parler, c'était justement peut-être dans cette journée-là du 22 mars, d'en profiter, non pas simplement pour faire retour sur les utopies qui ont pu être activées en 68, mais voir comment est-ce qu'avec cette paire de lunettes-là sur les utopies, on peut regarder celles qui font voisinage avec nous, et qu'est-ce qui aujourd'hui, dans notre contemporain, continue de proposer des alternatives ou des gestes qui viennent tordre un état du monde qu'on ne pourrait qu'accepter en fait. Oui, voilà. Nous, du coup, on organise un festival qui est artistique, pluridisciplinaire la semaine prochaine. Et c'était une occasion assez incroyable de se retrouver donc à faire un festival une semaine après l'anniversaire du 22 mars. Et on a décidé de placer notre inauguration là-dedans. Parce que pour nous, l'art est avant tout ancré dans la société et ne doit pas... Après, c'est une opinion. Plus, moi, je ne peux pas me permettre de parler pour 19 personnes en même temps, mais oui, c'est quelque chose qui est très relié, qui est important pour faire passer des messages. Et dans le contexte actuel, comme le disait très bien Elsa, il y a beaucoup de choses, un malaise social important dont il fallait parler. Et pour le 22 mars, on ne voulait pas parler de mai 68, mais on voulait parler d'aujourd'hui. Pour ça, on a organisé une conférence dont le thème était la résistance pour et par l'art, puisque quoi qu'il en soit, nous, on reste dans le domaine artistique. C'était réfléchir à quelles actions aujourd'hui
ont envie de faire les artistes aujourd'hui, en quoi l'art est profondément social, en quoi l'art aussi est victime des mêmes oppressions et du même malaise social que les autres. Et c'était suivi d'une performance de Nadège Prugnard, une lecture d'un texte qu'elle a écrit en restant 2 ans et demi dans les camps de Calais. Un texte très fort, en fait, pour parler de tout ce qui se passe auprès des migrants. Donc c'était une soirée assez forte en émotion à ce niveau-là, de faire un peu un tour d'horizon de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on peut faire artistiquement pour participer en fait à faire entendre des messages et pour qu'il y ait plein de voix qui se réunissent pour agir ensemble, autant par des manifestations sur la journée que par des performances artistiques le soir. Je sais pas si tu veux quelque chose. Merci. Elsa, peut-être juste par rapport à ce qui vient d'être dit et par rapport à ce avec quoi tu as commencé, est-ce que pour toi, le fait d'être à l'université aujourd'hui est encore possible comme lieu justement au sein duquel on peut faire entendre et résonner d'autres revendications et d'autres, même des voix autres, puisque là tu parles du travail de Nadège Prugnard et donc la voix de ces autres qu'on n'accueille pas, que ce soit en France ou dans beaucoup des institutions qui font notre République française. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, il est encore possible d'occuper l'université avec des propositions qui viennent faire entendre autre chose, ou est-ce que tu penses que, par exemple, ce que vous avez choisi, vous, le 22 mars, c'est-à-dire de la quitter, cette université, d'aller porter les revendications des étudiants ou des occupants de l'université en dehors, ça te semble être un endroit plus effectif? Ou est-ce que tu penses que c'est possible d'aller dans les deux sens, justement? Je pense à ça par rapport aussi à ce que vous avez pu vivre, Martine, dans ce 22 mars d'il y a 22 ans, où l'enjeu, c'était quand même, on va occuper et on va rester. Et on va faire entendre ici ce qu'on n'entend jamais, non pas simplement ici, mais dans cette France-là. Ben justement, oui, occuper, ça permet d'avoir une visibilité au niveau de la fac, mais aussi au niveau national. Parce que c'est vrai que quand des universités font des assemblées générales d'étudiants à 1200 personnes pour revendiquer leurs droits, comme quoi ils ont tous le droit d'étudier et qu'on n'a pas à mettre de sélection à l'entrée de l'université, alors là, ça fait du bruit et là, ça en impose. Mais le problème, tu as un peu parlé de ça, des violences policières. Et il faut savoir que quand, par exemple, le 22 mars, à l'université de Nanterre, ils organisent quelque chose ouvert à tous et qu'on se présente en tant qu'étudiants qui sommes contre les réformes du gouvernement, on se fait bloquer à l'entrée de l'université, à l'entrée du bâtiment. Ils nous bloquent, on n'a pas le droit de rentrer. Ils font rentrer les gens par des petites portes secrètes derrière la faculté. Enfin, aujourd'hui, il faut savoir on essaye de trouver des solutions et qu'au niveau artistique, il y a plein de choses qui se passent et que même si le mouvement, là, on a l'impression, je ne sais pas si vous étiez au courant d'ailleurs des choses qui se passent aujourd'hui au niveau de la jeunesse, mais c'est vrai qu'on a du mal à se faire entendre, on a un peu la tête mis hors de l'eau, mis dans l'eau, on a l'impression de vouloir parler, de ne pas pouvoir. Mais il y a malgré tout plein d'idées et ça peut être au niveau artistique, mais ça peut être plein d'autres domaines. Mais malheureusement, il y a beaucoup de... Il faut l'entendre et c'est pas des bêtises ce que je raconte, c'est vraiment qu'il y a des répressions importantes et fortes. Et que justement, quand on regarde mai 68, on est ébahi et nous, on est envieux de ça et de ces assemblées générales et de ces CA qui pouvaient être envahis. Et que nous, on arrive à 15 et qu'il y a déjà des tonnes de policiers devant la faculté. Et on est pas plus pacifiste, on ne connaît pas. Parce que on arrive avec des banderoles, avec des dessins, etc. C'est vraiment pas... personne trouverait ça dangereux, mais ils n'ont pas envie que les étudiants prennent la parole, et du moins, j'ai l'impression que, du coup... voilà quoi. Martine, vous voulez réagir par rapport à ça? D'abord, on n'était pas si nombreux que ça au début, il ne faut pas rêver. Et Nanterre, c'était aussi des fascistes dans l'université. Hein, des mecs avec qui on se cognait depuis déjà 2 ans à la barre à mine. D'accord ?
Les mecs du GUD, etc., etc. Donc c'était pas paradisiaque. Et en plus, on se cognait entre nous, les Trotsko, les Coco, les Mao, etc., etc. Enfin, c'était pas unanime tout ça, hein, etc. Bon, c'est vrai que quand il y avait les flics ensemble, en face, peut-être on était beaucoup plus rassemblés quand même sur ce sujet-là. Mais on s'aimait pas tous. Hein. Voilà, c'était pas si simple autour de ça. Par contre, c'est vrai qu'il y avait précisément des systèmes, on vivait des systèmes d'oppression. On a aussi très très vite été vers les usines, hein, etc. Les usines se sont mis en grève, on a été soutenus hein, quand même autour de ça. Des ouvriers venaient à des assemblées générales, alors, etc. Donc on a été vers ça, on s'est fait aussi casser la gueule par la CGT. Moi, à Bouillancourt, c'était bon, merci, hein, quand même. Voilà. Donc c'était pas paradisiaque non plus autour de ça, mais il y a eu un mouvement national derrière ça qui s'est porté. Alors c'était pas un mouvement national, on n'a pas eu 1 million de personnes dans la rue tout de suite, hein, etc. Et je me souviens, tu me demandais comment on était informés. On avait nos transistors en fait, hein, c'était Europe 1 qui nous disait où est-ce que ça commençait les manifs, où est-ce qu'on allait autour de ça, parce qu'il n'y avait pas le téléphone, enfin tout ça, quoi, il n'y avait rien, quoi. mais c'est vrai que voilà, après, est-ce qu'on va prendre? Est-ce que vous allez prendre? Est-ce que ça va aller au-delà? Parce que là, c'est vrai que on est en train de casser les services publics en France. Hein. Parce que vous êtes étudiant, mais la réforme du VAC, c'est un vrai bordel. Hein, ça va être encore plus sélectif. Hein. C'est-à-dire que toutes les réformes qui sont en train de tomber, hein, sympathiques, hein, qu'on est en train de nous mettre dans tous les bouts, hein, on craint rien. Et de toute façon, c'est ça qui est derrière. Hein. C'était quelque chose qui touche chacun à tout niveau, quoi. À tout niveau. Donc, est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va résister collectivement, mais aussi individuellement? Chacun à sa place. C'est vrai que l'état d'urgence depuis 3 ans, c'est immonde. Moi, j'ai une association où les gamins s'appellent Mohamed, et je peux vous dire que pour trouver un stage d'1 semaine, c'est un cauchemar, quoi, aujourd'hui. Hein, depuis 3 ans, c'est pire qu'avant. Donc, le racisme permanent, la question des réfugiés, etc., des gens qui n'ont pas de place, enfin, la honte des droits de l'homme en France, quoi, aujourd'hui. Hein. Donc c'est ça qui est derrière. Hein. Il y a Welcome à l'université quand même, etc. Hein. Il y a des choses qui se passent, hein, où les étudiants font des choses, etc. Mais je pense que c'est vrai que c'est un peu chacun dans son coin. C'est comme les syndicats qui manifestent en ce moment, quoi. Hein. Donc ça serait bien un peu plus ensemble. Nous allons entendre une autre parole donc, d'une personne qui n'est pas présente autour de la table, mais qui l'est d'une certaine manière. En 68, à la fac, ça dure quelques jours, à la fac de Nanterre. En mars. Bon, le Monde, le 22 mars. Quelques jours avant, quelques jours après. Tout le monde a ça en tête. Mais dès le mois de mars, la fac ferme. Et tout le monde rentre à Paris, chez soi. Tous les étudiants habitent à Paris, et donc ils rentrent chez eux, et la suite va se passer à Paris. Il ne se passe plus rien à Nanterre, à la fac, sur le campus. Plus rien. Il ne se passe plus rien. C'est fermé. Donc c'était la parole d'Alain Bocquet, qui n'a apparemment pas vécu tout à fait la même chose que vous, Martine. On a créé la crèche, on y était le soir, et après, en rentrant ou en partant en manif, etc., etc. Bon, alors bien évidemment, un certain nombre d'entre eux étaient repartis dans leur petit confort, parce que là aussi, il ne faut pas rêver. Hein. À l'université à l'époque, ce n'étaient pas des fils de prolos. Hein. C'est ce dont Alain Bocquet, justement, qui est donc de la Société d'histoire de Nanterre, nous a beaucoup parlé, que c'est très court, le moment 68 à l'université de Nanterre, puisque c'est les étudiants qui viennent à l'université. Enfin, moi, j'étais jusqu'au 15 juillet à l'université quand même, hein, et j'y allais presque tous les jours. Donc, peut-être on n'était pas aux mêmes endroits. Mais je connais bien Alain Bocquet. Donc voilà, il y a l'expérience collective et l'expérience individuelle de chacun qui construit cette mémoire-là, et cette mémoire aussi au présent. Donc c'est vrai que cette dernière parole, elle était aussi pour ouvrir sur la question plus particulière de Nanterre, de qu'est-ce qui, aujourd'hui, pour vous... continue de se réinventer et de s'ouvrir dans ces modes de soulèvement ou de rassemblement. Donc vous nous avez déjà parlé des marmites et de vos actions individuelles, mais si vous aviez quelque chose à préciser pour terminer cette émission, parce qu'on arrive à la fin, même si on était très en retard, mais qu'est-ce qui pour vous du coup serait ce qui continue en fait à Nanterre aujourd'hui? Votre festival qui a lieu la semaine prochaine.
Peut-être vous pouvez nous dire un mot de ce que vous y avez proposé. C'est sur 3 jours, donc de mardi à jeudi prochain. Il va y avoir diverses choses. On questionne, je pense, on a essayé à travers la programmation de questionner la société aujourd'hui, ce qui se poursuit. Je pense que même par rapport à ce qui s'est passé le 22 mars pour notre soirée d'inauguration, c'était pas une commémoration de mai 68, mais bien un état des lieux pour voilà, un prolongement en fait, des questionnements qui ont eu lieu en mai 68 et qui ont encore lieu d'une certaine manière aujourd'hui sur d'autres sujets. Donc la semaine prochaine, il va y avoir il y a énormément de choses. Est-ce que tu peux nous donner au moins 1 ou 2 exemples de ce que tu dis qui avait lieu en 68 et que vous reprenez aujourd'hui, puisque tu parlais par exemple de Nadège Prognard, c'est que je ne sais plus lequel des intervenants plutôt parlait de la solidarité qui a eu lieu, c'était Ludivine Bantini je crois, la solidarité avec les travailleurs immigrés, qui a quand même été quelque chose de très spécifique à 68 et particulièrement ici à Nanterre avec le bidonville, enfin Martine vous en aviez aussi beaucoup parlé, donc je sais que ça c'est un des thèmes, ou en tout cas un des axes qui vous semble intéressant et qui là aussi est quand même un autre registre quand on est, comme on le sait, dans un État avec un délit de solidarité, c'est peut-être plus les mêmes possibles que nous avons à travailler avec ces égaux qui sont différents, autres, qui viennent d'ailleurs, comme nous tous, mais qui, voilà, aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué, je pense que peut-être Barbara en sait quelque chose, et cette chape de plomb, elle est très lourde pour les gens qui font preuve d'actes de solidarité ou d'hospitalité. Donc, enfin, est-ce qu'au-delà de celui-ci que vous avez nommé, il y a d'autres points comme ça qui vous semblent faire un pont entre des revendications de 68 et ce qui peut se porter aujourd'hui différemment? Niveau revendication sociale, je ne saurais pas dire. Par contre, niveau socio-artistique, on va dire, on fait venir... en fait, on a voulu être le plus proche des gens, le plus proche des territoires. Donc, comme on a lieu sur le campus, on voulait que les étudiants puissent participer. Et on fait venir Jacques Lifshine, qui est donc pionnier du théâtre de rue vraiment au moment de mai 68, où lui, il cherche à avoir un théâtre qui va au plus près des revendications, qui va jouer avec les ouvriers, avec les lycéens. Et donc là, il vient faire un atelier avec les étudiants sur une journée dans la fac pour que le groupe décide de travailler sur des thématiques donc d'actualité. On espère, vu que c'est pas encore fait, on espère pouvoir parler du plan de la réforme universitaire et même des migrants, de tout ce qui nous tient à cœur, du féminisme, tout ce qui nous tient à cœur de parler, mais ça sera aux étudiants de décider ce qu'ils font, quoi, et après il y a une représentation. Donc pour nous c'est plutôt un pont direct, puisque c'est aussi les arts de rue qui ont vu un essor important à ce moment-là, d'être au plus proche des gens et de rendre l'art vraiment ancré dans nos sociétés, de lui redonner cette utilité en fait. Et vu que c'est Jacques Lifshine qui avait entre autres grandement enclenché ça, le fait qu'il soit là pour les 50 ans dans la faculté avec les étudiants pour travailler sur ce qui touche la jeunesse d'aujourd'hui, je pense que c'est un pont assez beau, si je peux me permettre. Merci. Martine ou Elsa, l'une après l'autre. On a dit quelque chose qui continue, mais ça peut être quelque chose qui démarre aussi. Moi, je pense qu'il faut que ce soit quelque chose qui démarre et pas dans la révérence ou la commémoration, parce que c'est pas ça la question, mais c'est que c'est quelque chose qui a bouleversé les codes profondément quand même, hein, parce qu'on était quand même la décolonisation, la guerre du Vietnam, on était dans le monde aussi, hein, je suis désolée, on était aussi dans le monde, et là on est encore plus dans le monde, hein, avec tous ces gens qui arrivent d'ailleurs et qu'on met à la porte. Je vais donner un exemple. Je voulais recruter une jeune femme qui passait du statut de salariée à étudiante, mais je n'avais pas l'argent pour lui payer le salaire, qui est de 1 800 € qu'on doit donner à quelqu'un qui doit passer d'étudiant à salarié étranger. C'est-à-dire qu'il fallait obligatoirement, elle doit trouver quelqu'un qui la recrute à 1 800 €. C'est immonde. Parce que quelqu'un qui sort d'études, ça ne va pas être gérable, quoi. Et donc, elle va être obligée de repartir, je ne sais pas dans quel pays, quoi. Voilà. C'est juste des trucs, des petites choses immondes, quoi. On ne laisse même pas la place à des étudiants brillants dont on a peut-être besoin.
Ça, c'est mes colères, toujours. Continuer là-dessus, et ce que vous disiez, et puis justement, dans un parallèle entre 68 et 2018, je pense que il faut, c'est ça l'histoire, c'est se servir de ce qui s'est passé, de le retenir, et puis soit de continuer si on en a envie, ou soit de créer quelque chose de nouveau en se servant de ce qui s'est passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se rappelle qu'on a encore le droit de se révolter et que c'est pas derrière nous et que c'est pas terminé. Et je pense que sur toutes les injustices sociales, qu'elles soient, parce que les réformes du bac, de l'université, elles touchent tout le monde, et la privatisation, ça touche tout le monde, et le fait de sélectionner des étudiants, ça veut pas dire sélectionner, ça veut dire sélectionner au niveau du patrimoine culturel des gens et du patrimoine social, justement. Et donc ça, c'est important de le retenir, et ça veut dire que les gens qui n'auront pas les moyens d'avoir pu faire des stages, d'avoir pu faire de tas de choses qui coûtent de l'argent, et qu'on n'a pas tous les moyens de le faire, ce sera même pas de la méritocratie, ça va être de l'élitisme vers des classes, de l'aristocratie. Et du coup, j'ai envie de dire à tout le monde que justement, mai 68, ça prouve que des gens ont pu se révolter, ont pu faire un mouvement incroyable, et pour prouver qu'ils avaient des revendications qui n'étaient pas bénignes, et qu'aujourd'hui, on en a encore, et on en a de nouvelles, et que c'est important de prendre conscience qu'on a encore le droit d'avoir on a encore notre mot à dire, et qu'on peut le faire, quoi. Merci beaucoup Elsa, je crois que ça sera le mot de la fin pour cette émission radiophonique. Vous venez donc d'entendre Radio Occupons Prologue dans le cadre du festival Monde Possible. Nous vous donnons rendez-vous le 5 avril au Centre culturel suisse pour le prochain épisode. Nous nous préoccupons. Ensuite, ce sera le 7 avril au Théâtre Nanterre-Amandier pour l'ouverture du Salon Compost et l'épisode 2, Nous sommes occupés. Et pour terminer, le 8 avril, dernier rendez-vous dans le village Oudou, installé par les frères Chapuisat sur le grand plateau du Théâtre Nanterre-Amandier, une performance de lecture électrique, Nous occupons. Nous remercions nos conversantes d'aujourd'hui, Martine Fourier, Elsa Lanzalotta, les marmites artistiques, ainsi que toutes les personnes avec qui la conversation a déjà commencé et se continue dans la ville de Nanterre et ses pourtours. Un grand merci à Sandrine Moreau et Elodie Tink du Centre d'art de la Terrasse, à Anne-Gaëlle Chiche et Catherine Portaluppi de Radio Agora, ainsi que toute l'équipe du Théâtre Nanterre-Amandier. Une réalisation du collectif Compost avec Lauré Belanca, Benjamin Chaval, Maria Cacoggiani, Camille Louis et Céline Février. Merci.